Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette table ronde sur l'installation paysanne. Avant de commencer, j'ai une question pour Théophile. Je ne sais pas s'il est là. Théophile, j'ai une question pour toi. C'est quoi ton métier ? Tu travailles à Ground Control. Est-ce que quand tu te présentes en soirée, les gens te demandent si tes parents travaillaient aussi à Ground Control ? Ok, merci. Alors, faut-il un gène pour devenir agriculteur ? A priori, non, peut-être. En tout cas, aujourd'hui, entre 30% à 50% des gens qui sont agriculteurs en France ne sont pas issus du milieu agricole. Avec nous pour en parler, aujourd'hui, on a Nicolas Revol. Bonjour. Votre Bonjour. micro marche. 1, 2, 3, ça marche, super. Installation à côté de Versailles, vous allez nous en parler. Installation maraîchage. Tout à fait. Une installation en maraîchage biologique à Bièvre, exactement. Stéphanie Maubé, vous êtes éleveuse, mais vous étiez dans le milieu culturel. Oui, je suis devenue éleveuse de moutons après une première carrière dans la communication et le graphisme, et en Normandie. Une Normande, donc merci d'avoir fait la route et d'être venue jusqu'à nous. Et on a Gemma Lemarchand. Alors, vous n'êtes pas paysanne, mais vous êtes dans l'accompagnement, c'est ça ? Tout à fait. On accompagne au sein de l'association Abiosol, au sein de laquelle je travaille, des personnes qui ont un projet de reconversion en agriculture biologique sur la région Île-de-France. D'accord. Donc c'est du local. C'est du local. Tout va bien. C'est politiquement correct. Alors, on va commencer. D'abord, j'aimerais vous donner la parole, Nicolas et Stéphanie, sur les raisons de votre installation. Est-ce que vous avez eu un déclic ? Est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs vers cette reconversion dans le milieu agricole ? Qui commence ? J'y vais ? Très bien. Donc moi, ça commence à remonter, mon installation, puisque c'était il y a 13 ans, à la faveur de la découverte d'un paysage particulier dans le Cotentin. Rien ne m'y prédestinait parce que je n'aimais pas la campagne, je n'aimais pas l'agriculture, je n'aimais pas manger. Enfin, j'étais une parisienne, voilà, hors sol. Et puis la découverte d'un paysage particulier et du mode d'élevage d'agneaux dans les prés salés a été une révélation, presque un électrochoc, alors que je découvrais par hasard ce milieu. En fait, c'est la photo qu'on a derrière nous, c'est mes brebis et moi. Donc on voit que c'est un paysage assez particulier. Et le chien ? Et le chien de berger. Le fidèle chien de troupeau. Et c'est la découverte complètement fortuite de ce mode d'élevage, de ce paysage particulier qui, pour moi, a été comme un électrochoc, avec la certitude que ma place était là-bas. Mais j'avais conscience néanmoins qu'on n'arrive pas comme ça, on ne débarque pas sans avoir aucune connaissance d'un métier. Donc j'ai longuement travaillé à la reconversion professionnelle à travers la demande d'un CIF, d'un congé individuel de formation, puis le suivi d'une formation dans un lycée agricole pendant 1 an, et ensuite 1 an et demi de préparation à l'installation, c'est-à-dire du travail et des stages dans beaucoup d'exploitations pour m'imprégner de différentes philosophies du travail et pour finalement me confronter à la réalité et aussi élaborer ma propre philosophie d'élevage. Et puis une installation, c'est difficile, c'est long et ça engendre une responsabilité qui va nous suivre pendant au moins 10 ans. Donc c'est nécessaire de prendre le temps de s'installer. Voilà, puisque la longueur des emprunts financiers, le changement de vie que ça induit, ça nous engage sur au moins une dizaine d'années. On ne change pas de métier tous les 2 ou 3 ans. Donc ça vaut le coup et surtout c'est un temps de préparation qui est incompressible. On ne peut pas s'installer à moins de le préparer pendant 2, 3 ou 4 ans. Donc voilà, c'est le temps que j'ai pris pour pouvoir créer l'exploitation, qui était au début toute petite, pas rentable. Je me demande même comment j'ai eu les autorisations officielles de m'installer comme agricultrice à titre principal, puisque c'était à l'inverse de ce qui se faisait dans cet endroit de la Normandie, où la production dominante, c'est le lait, et où les producteurs laitiers sont vraiment
les maîtres parce qu'ils ont les codes, ils sont bien représentés dans les syndicats, ils sont bien représentés à la chambre d'agriculture. Et le mouton, c'est souvent le parent pauvre, surtout le mouton destiné à produire de la viande. Donc c'était une installation qui était vachement dure, mais qui en fait m'a servi à faire mes armes. Et je regrette pas du tout toutes les difficultés des premières années, parce qu'il fallait bien que je me forge le cuir, il fallait bien se confronter à des réelles difficultés. Ça booste la détermination. Ça permet de chercher au fond de soi plein de nouveaux ressorts qu'on ne soupçonnait pas. Donc le parcours, le parcours du combattant ou le cheminement personnel à faire, il faut qu'il ait des obstacles. Voilà, ça fait partie du processus. Et pour vous, Nicolas, ça a été aussi un parcours du combattant ? Donc oui, un peu. Mais oui, d'abord peut-être sur les déclics. Pour moi, je suis plutôt quelqu'un de la ville, mais j'ai toujours eu la chance de tous les ans retourner à la campagne chez mes grands-parents qui, eux, c'était une ancienne ferme. Et donc pour moi, ça a toujours été un lieu ressource où je me sentais bien. Et même c'est de là où on voit la magnifique voûte étoilée, puisqu'il n'y a pas du tout de lumière, contrairement à dans les villes. Et donc c'est ça qui, moi, m'avait donné envie, dans un premier temps, d'aller explorer l'espace. C'est pour ça que je suis parti d'abord en tant qu'ingénieur sur la fusée Ariane. Donc rien à voir. La fusée Ariane 5. Ariane 5, tout à fait. Donc rien à voir. Vous l'avez dit avant. Donc rien à voir avec l'agriculture. Mais j'ai toujours eu du coup un vrai intérêt pour l'environnement et l'écologie en parallèle de ça. Et on va dire que ça m'a suivi petit à petit. J'ai eu un premier déclic, je pense, lié au fait que je pratiquais aussi beaucoup le Qigong. Et donc ça, c'est comme du yoga pour les gens qui ne connaissent pas. Et donc ça m'a interrogé sur l'alimentation. Comment est-ce qu'on se nourrit sainement? Et ça m'a posé des questions comme ça. Et puis je me souviens, je pense que c'était il y a 5-6 ans, la première réflexion que j'avais eue en disant j'ai vraiment envie de créer une ferme maraîchère pour éduquer les gens aussi, leur apprendre à mieux manger et cultiver correctement. Et je me suis dit, attends, réfléchis quand même un peu avant de quitter Ariane. Et donc j'avais réfléchi, je m'étais dit, en fait, j'ai vraiment très envie de faire ça, mais si je me projette en octobre, quand il fait froid, en train de ramasser des légumes dans la pluie, je me sens pas capable. Et donc, j'avais pas quitté Ariane. J'ai continué tranquillement mon chemin. Et puis après, j'ai eu d'autres rencontres qui m'ont pas mal touché, justement avec Pierre Rabhi notamment, où je fais aussi partie d'une association dont il est parrain qui s'appelle À Ciel Ouvert. Et donc je me souviens à une de ces conférences où on l'avait invité, il disait, je comprends pas pourquoi toute ma vie j'ai essayé qu'on relocalise un peu l'agriculture. Et aujourd'hui, il y a des camions qui traversent des milliers de kilomètres pour nous amener des fruits et des légumes alors qu'on pourrait les produire sur place. Et donc pour moi, ça a été un deuxième déclic où je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose qu'on fait pas correctement. Et donc je me suis reposé la question, j'ai vraiment envie de faire cette ferme maraîchère. Je me suis reposé. Et puis là, je me suis dit, je me sens plus prêt maintenant. Je suis prêt à me lancer. Et donc j'ai quitté Ariane, moi, il y a 2 ans. Pour me lancer dans la création de cette ferme. Et puis on parlera après de toutes les difficultés peut-être liées au démarrage, alors que nous, on n'a même pas démarré, mais on a déjà beaucoup de difficultés. Donc voilà ce que je peux dire. Merci pour vos témoignages. Alors je ne l'ai pas dit, mais si vous avez des questions, vous levez la main, vous me faites signe. On n'est pas trop nombreux, donc profitons-en. Alors, avant de vous poser la question de quel est votre métier, Gemma, j'aimerais préciser que donc, l'installation des néo-paysans, comme on dit, en fait, dans l'administration, ça s'appelle une installation hors cadre familial. Hors cadre familial, donc HCF en acronyme, installation en cadre familial ou hors cadre familial, c'est la façon dont l'administration en France nomme donc ces personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole. Et ça en dit long sur la façon dont ils sont perçus, puisque c'est avant tout dans la négation. Ils n'ont pas de famille. Donc c'est vraiment à l'inverse d'une culture très ancrée selon laquelle la profession agricole étant une profession à patrimoine, si on n'a pas de terre, on ne pourrait pas s'installer.
Alors, vous venez de nous montrer que c'est pas vrai. Gemma, vous travaillez au quotidien pour accompagner donc des porteurs de projets avant qui s'installent, donc comme Stéphanie et Nico. Tout à fait. Et de ce que disait Nicolas, on a bien entendu que ça avait été une réflexion qui avait été quand même assez longue dans votre esprit et une installation aussi qui est longue en termes d'acquisition d'expérience, de formation, etc. Donc nous, à Biosol, on est une association qui accompagnons vraiment des installations de l'idée jusqu'à la concrétisation du projet, et donc en passant par cette phase de réflexion, de maturation d'envie, de recherche de foncier, de tests d'activité et de commercialisation, avec 3 structures qui sont membres de l'association et qui sont donc le réseau des AMAP Île-de-France, l'association Terre de Liens Île-de-France et la couveuse d'activité Les Champs des Possibles. Alors, le Champ des Possibles, c'est un espace de test. Tout à fait. Le groupement d'agriculteurs biologiques, oui. C'est donc les agriculteurs bio d'Île-de-France. Oui. Et les AMAP, donc je pense que tout le monde connaît les AMAP. Ok. On est bon. Donc voilà, les structures membres qui accompagnent à chaque niveau d'avancée. Moi, mon rôle au sein de l'association, c'est d'accompagner les personnes qui en sont au stade de l'émergence de projets, au stade de l'envie d'idées, principalement des personnes du coup hors cadre familial, comme vous disiez, non issues du milieu agricole, qui arrivent et qui se disent, principalement des personnes citadines du coup, et qui se disent bon, j'aimerais bien devenir paysanne, mais je ne suis pas certaine que c'est un métier qui est fait pour moi et peut-être que je sous-estime ce qu'est le métier réellement. Donc moi, mon rôle, ça va être d'informer ces personnes. Donc je donne des réunions d'information, par exemple, toutes les 3 semaines, où là, vraiment, j'informe sur quelles sont les étapes à l'installation, quelles sont les formations qui existent, les aides qui existent. Et ça, souvent, les personnes qui nous contactent n'ont pas forcément toutes ces informations, quelques-unes, mais c'est vrai que le monde agricole, c'est un monde qui est assez particulier. Et du coup, voilà, on donne toutes ces informations pendant 2 heures, ce qui permet de centraliser toutes ces infos. Ensuite, on propose un accompagnement individuel pour permettre à ces personnes de réfléchir à leur projet, de mettre en place un plan d'action, etc. Et de parler de leurs aspirations, leurs envies. Et surtout, d'aller sur des fermes pour faire des stages, pour rencontrer d'autres paysans, paysannes qui sont installés, qui sont passés par ce parcours, qui est un parcours qui est long, qui n'est pas évident, où il y a différents interlocuteurs, interlocutrices, différentes démarches administratives qui peuvent être assez longues et lourdes. Donc déjà, pour qu'ils se rendent compte de ce qu'est le parcours dans un premier temps, et aussi et surtout de se rendre compte de ce qu'est le métier, sur tous les aspects techniques, physiques, économiques, de rythme de vie perso, vie pro, l'adéquation qu'il y a entre les deux. Donc vraiment voir tout ça. Donc on propose des formations aussi pour permettre d'aller sur différentes exploitations, voir différents modèles, différents types de production, et pour que les porteurs et porteuses de projets qu'on accompagne se disent à l'issue de ces différentes expériences, ok, j'ai vu, c'est peut-être plus long et plus compliqué que ce que j'imaginais, et du coup, en fait, je ne pense pas que ce soit la voie vers laquelle je veux me diriger, et donc je m'arrête là. Ou bien, ok, j'ai vu, et oui, peut-être que c'est un peu compliqué, mais c'est passionnant, et c'est ce vers quoi je veux aller. Donc à partir du moment où cette phase d'émergence de projet elle est validée, alors là, en lien avec les autres structures, on va pouvoir accompagner sur les autres démarches. Donc en général, les personnes vont en formation diplômante agricole, et puis elles peuvent ensuite se tester vraiment grandeur nature pendant 1 à 3 ans avec les champs des possibles en couveuse d'activité, ce qui permet d'avoir un hébergement juridique, fiscal et social, de chercher du foncier avec l'association Terre de Liens qui, elle, via de l'épargne citoyenne, va pouvoir acheter des terres agricoles pour ensuite les louer à des personnes qui n'ont pas forcément le capital suffisant pour investir dans des terres agricoles. Et on accompagne aussi sur la commercialisation, donc là plutôt en AMAP, en tout cas en circuit court. Comment vendre et vendre bien. Exactement. Donc il y a tout un réseau, des collègues au sein de cette structure qui accompagnent sur la fixation de prix de panier, la recherche d'amapiens, de groupes, etc. Et il y a une autre structure qui s'appelle l'AFOC, c'est une association pour la formation collective à la comptabilité et à la gestion qui accompagne sur tout ce qui est économique, prévie éco, clôturer sa compta, etc. Ce qui fait qu'on a tout un panel de formation et un accompagnement avec ces structures-là pour accompagner à tous les niveaux et vraiment sur tous les aspects d'un projet d'installation. D'accord, merci, c'est très éclairant. C'est vrai que c'est un parcours difficile, donc avec un accompagnement nécessaire. En tout cas, ce que vous proposez en Île-de-France, j'ai l'impression que c'est très complet.
Qu'est-ce qui vous a semblé, Nicolas et Stéphanie, le plus difficile peut-être, si vous deviez résumer, ou peut-être comment est-ce que vous parleriez à des gens, je ne sais pas si dans les personnes qui sont là aujourd'hui, il y en a qui sont traversées par cette envie de tout plaquer et de devenir paysan. Alors qu'est-ce que vous leur diriez ? Les premières difficultés qui me viennent en tête à citer, c'est la solitude. C'est vraiment terrible et ça permet, en le vivant pendant plusieurs années, ça permet de comprendre pourquoi le taux de suicide est si important. Parce que la solitude tout le temps, voilà, ça amène à une forme de découragement très fort, et les difficultés financières. Puisque quand on s'installe et qu'on ne connaît pas encore un métier, les résultats financiers, ils sont évidemment très mauvais les premières années. D'abord parce qu'on ne maîtrise pas encore ses terres, on ne maîtrise pas encore sa production, on n'a pas encore de créneaux de commercialisation qui permettent de bien vendre, on a beaucoup de pertes, on n'est pas bon, et c'est normal. Un métier, ça s'apprend. Et sauf que là, on n'a pas de salaire les premiers mois ou les premières années. On ne vit que de ce qu'on produit. Même. Voilà, moi j'ai commencé à pouvoir me payer un SMIC au bout de 6 ans. Et les 3-4 premières années, je me payais peut-être 200 € par mois, et c'est le RSA qui m'a permis de survivre et de tenir bon. Donc c'est vraiment très très important à dire, notamment pour déculpabiliser, parce qu'on passe par des grosses remises en cause en ayant l'impression d'être personnellement très mauvais et de ne pas être fait pour ça. Parce que donc vous aviez 200 € et déjà des bêtes. Il y avait déjà le troupeau qui était là. Alors à partir du jour où on s'installe officiellement comme agriculteur, les factures arrivent. C'est-à-dire que les cotisations MSA arrivent, le remboursement des emprunts commence à devoir être fait. À partir du jour où on est officiellement agriculteur, l'argent part tous les mois, puisqu'on ne peut pas s'installer avec zéro. C'est très important à souligner, puisque beaucoup de porteurs de projets croient qu'il leur suffit d'acheter une maison à la campagne et que la ruralité leur doit des terres, ou qu'on peut générer une activité économique juste sur 2-3 hectares sans investir. Or non, une exploitation, c'est un outil de travail, et comme tous les outils de production, il faut investir, et soit on a la chance d'avoir un patrimoine, ce qui peut être le cas quand on vend un appartement à Paris. Alors là, on peut créer une super exploitation. Mais si on n'était pas propriétaire de son appartement, qu'on n'a pas d'héritage ou d'apport personnel, il faut emprunter de l'argent. On ne peut pas créer une exploitation à moins de 50 000 €. Et une exploitation laitière, par exemple, ça peut aller jusqu'à 800 000, 900 000 ou 1 million d'euros. Mais il est illusoire de penser qu'on peut partir de zéro et créer une exploitation juste à la force des bras et avec une pelle. Voilà, c'est pas possible. Donc on est dans un processus de remboursement financier, et ça nécessite que dès le début, il y ait des rentrées financières. Et évidemment, elles ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espère, elles seront décevantes. C'est vraiment important de s'y préparer pour ne pas se remettre en cause, pour ne pas avoir le moral dans les chaussettes, et pour être aussi bien entouré. C'est-à-dire soit avoir prévenu sa famille en disant la famille, pendant 3-4 ans, vous allez devoir me filer des coups de pouce pour m'aider à boucler les fins de mois, soit avoir un conjoint qui continue à conserver un salaire régulier qui rentre. Enfin, ça se prépare. On ne peut pas se jeter dans le vide du jour au lendemain en n'ayant aucune visibilité financière. Donc il y a plein de dispositifs qui le permettent. Je parlais tout à l'heure des congés formation, mais Pôle emploi le permet. Il y a des aides à la trésorerie pour avoir un fonds de roulement. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Mais c'est pas cuicui les petits oiseaux, quoi. Il faut avoir cette dimension financière en tête de manière très réaliste au moment où on crée cet outil de production. Donc voilà, moi je citerais comme difficulté la solitude, même si je fais de la vente directe. Donc je suis en contact avec des bouchers, avec des particuliers, avec des abattoirs, avec des voisins, mais n'empêche que sur son exploitation, on est tout seul. Et tu le disais tout à l'heure, même au mois de décembre, même quand il n'y a personne, même quand on n'a plus de potes parisiens qui viennent nous voir, on est tout seul sous la flotte sans un radis. Voilà, c'est un portrait noir. C'est important de savoir que ça va arriver, mais que les saisons passent, que le printemps revient. La beauté du travail fluctue aussi en fonction des saisons, que notre morale est tout à fait en dents de scie, mais ça fait partie de la fluctuation saisonnière naturelle, puisqu'en tant que paysan, on travaille et on vit au rythme des saisons. Ce sont les saisons, le cœur battant de notre vie à nous et de celle de notre entourage. Donc il y a toute cette abnégation à faire, tout ce lâcher-prise sur les codes de notre vie d'avant pour s'engager dans des codes saisonniers.
dans des codes ruraux, dans des codes sociaux et relationnels notamment, qui doivent prendre en compte la réalité sociale de l'endroit où on est. C'est-à-dire quand on arrive dans une ruralité dure, taiseuse, il faut respecter les codes alentours. Il ne faut pas se rouler par terre en disant personne ne m'aime, ils m'ont pas accueilli à bras ouverts. Non, c'est à nous de nous adapter et de montrer en envoyant des codes d'amour du travail, de rigueur, de régularité et d'humilité. C'est à nous d'envoyer tous ces codes pour qu'au bout de 2 ou 3 ans, les gens viennent à nous en disant on te reconnaît comme un des nôtres parce que ça fait 3 ans que tu es là, t'en chies grave, tu es toujours là, et bienvenue dans la paysannerie. Voilà, il y a cette dureté qui crée du lien. Vous en avez chié aussi, Nicolas? Un petit peu. Non, mais en plus, moi, je pense que je suis parti dans tout ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que moi, j'ai quitté Ariane en disant il y a quand même une urgence climatique, on ne peut pas attendre 5 ans pour créer une ferme, il faut démarrer tout de suite. Donc, je me suis tout de suite dit, moi, je ne vais pas me former au maraîchage, je ne vais pas faire le BPREA comme tout le monde fait là, parce que ça prend quand même 1 an et je pense qu'on n'a pas le temps. Et puis, j'ai vite vu que... en fait, si on veut des terres, justement, on a besoin d'une autorisation d'exploiter. Et pour avoir une autorisation d'exploiter, il faut ce qu'on appelle la capacité agricole. Et pour avoir la capacité agricole, il faut soit une expérience très conséquente, soit un diplôme agricole. Donc, moi, j'avais la chance, justement, pour éviter la solitude, moi, je ne m'installe pas tout seul. Donc, on est 2 avec François. Et on a justement pour... C'est votre associé. C'est mon associé, tout à fait. Et l'objectif, c'est vraiment de ne pas être tout seul, justement, parce que dans les fermes que moi j'ai visitées, j'ai vu, dans lesquelles je me suis impliqué, j'ai vu que pour moi, c'était important de ne pas être tout seul. Et comme François avait la capacité agricole, ça nous a permis de passer quand même les étapes sur l'autorisation d'exploiter des... La capacité agricole, il l'avait parce qu'il avait déjà une formation... Parce que lui, c'est un ancien agriculteur qui a changé de voie et puis qui a travaillé pour un bailleur social assez longtemps et qui a fait un retour à la terre justement sur ce projet-là. Donc déconversion et voilà, tout à fait. Donc ça nous a permis d'avancer sur ce chemin. Et donc dans les difficultés, il y a déjà trouver de la terre. Effectivement, on en a un petit peu parlé. Nous, on voulait trouver de la terre en plus le plus proche de Paris possible, en Île-de-France. Donc on a visité pas mal de terrains quand même, parce qu'il y en a. Mais à chaque fois, soit il n'y a pas d'eau, soit le plan local d'urbanisme ne permet pas soit de faire un bâtiment, soit de monter des serres. Voilà. On n'est pas sûr d'avoir l'autorisation de faire un forage non plus. Donc il y a beaucoup de démarches administratives en fait, qu'on ne connaît pas au départ parce qu'on n'est pas spécialiste. Donc nous, ça a été un premier frein en fait, toutes ces démarches-là. Déjà d'apprendre quelles démarches il faut faire. Et puis après, les faire. Et quand on démarre et qu'on n'est pas formé, on ne connaît rien. C'est-à-dire qu'on fait, oui, on va remplir une autorisation pour... une demande pour faire un forage. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ceux qui sont devant, en discutant un peu en aparté. On vous demande, oui, mais vous allez prélever combien sur le forage? Parce qu'il faut une autorisation pour une quantité d'eau. Et donc, si vous n'avez jamais fait de maraîchage, c'est un peu difficile de répondre à la question. Et puis quand après on vous demande et du coup ça va se répartir combien mois par mois, c'est encore donc en fait pour chaque détail on passe des semaines à essayer de trouver la réponse. Les réponses sont pas très fiables, sont différentes. Quand on demande à des paysans, on a un chiffre puis un autre qui a rien à voir, donc c'est assez compliqué. Du coup se former c'était pas mal en fait, c'était pas juste une perte de temps. Et du coup se former c'était important. Et c'est pour dire que au bout de 2 ans, du coup, j'ai quand même fini par me former parce que du coup, j'ai eu le temps. Donc, j'ai fait plein de petites formations. D'abord, au départ, avec Ferme d'Avenir sur la viabilité des micro-fermes, un BPREA, du coup, qui est le diplôme un peu officiel. Et surtout, moi aussi, ce que j'ai voulu, c'est faire une formation avec Matrice qui s'appelle Atterrir. Parce que pour moi, c'était aussi... c'est ce qu'ils appellent une formation à l'entrepreneuriat agroécologique. Et pour moi, justement, il y avait aussi l'idée du modèle économique qui, dans toutes les fermes où j'allais, justement, les revenus n'étaient pas très élevés. Et moi, je voyais que si je voulais continuer à habiter proche de Paris avec une vie un peu proche de celle que j'avais avant, ça allait être une réelle difficulté, en fait, à essayer de trouver le bon modèle économique pour que ça fonctionne.
Et donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai voulu travailler. Voilà un peu ce qui me vient. Et puis peut-être pour parler d'une dernière difficulté qui est juste là, c'est justement, donc aujourd'hui on a eu la chance de trouver une commune à Bièvre qui soutient vraiment notre projet, parce que ça va se faire sur un terrain communal et elle va faire une grosse partie des investissements, notamment au niveau du forage et une partie du bâtiment, donc c'est beaucoup d'investissements. Ce qui nous, on va aussi avoir beaucoup d'investissements parce que les serres, l'irrigation, comme tu disais, on ne démarre pas avec rien. Il y a besoin de quand même pas mal d'argent au démarrage. Et comme tout n'est pas encore calé, justement, les banques, nous, elles ne nous soutiennent pas tout de suite. Elles disent on attend l'année prochaine. Et donc, elles vont nous aider un petit peu là, mais pas comme on voudrait. Et donc, du coup, on se dit que ce qu'on traverse, ça arrive à plein d'autres maraîchers. On le voit au démarrage où on est obligé de bricoler un peu sur son terrain la première année. Et donc, on se dit, tant qu'à bricoler pour nous, on voudrait essayer de créer un vrai kit de démarrage de ferme maraîchère. Parce qu'on voit que c'est pas mal d'investissements. Nous, ça va nous servir une année. Et plutôt après de se dire, ce kit, on pourrait le passer de ferme en ferme pour aider au démarrage de la première année. Donc ça, c'est une des solutions qu'on est en train de mettre en place. Et on va faire un crowdfunding là-dessus avec Bluebees dans les mois qui arrivent. D'accord. Alors, merci pour nous avoir partagé ces difficultés, même si ce n'est pas la part la plus facile à transmettre. Est-ce que vous auriez des questions ? J'ai peut-être quelque chose à ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, donc sur la difficulté d'accès au foncier, la difficulté de décrocher un prêt à la banque quand on est dans l'agriculture et qu'on veut se lancer. Il y a une forme d'absurdité en fait par rapport à ces blocages, parce que là on est dans une période où il y a un vieillissement de la population agricole, vous le savez. Dans les 3 prochaines années, 160 000 exploitations agricoles sont à transmettre. C'est les chiffres du ministère de l'Agriculture. Donc, on a besoin de bras pour la relève. Et en face, il y a des gens qui ont... Alors, bien sûr, il faut aussi passer du fantasme à la réalité, se former... pas rester sur un idéal sans se jeter et se confronter au réel, mais il y a aussi des problèmes structurels en fait en France qui rendent l'installation agricole difficile. Et ça pose question. Alors, est-ce que vous avez des choses à nous demander Bon, il n'y a pas de question. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, Gemma, c'est en fait, quel est votre ressenti par rapport aux difficultés, justement. Donc le cadre, vous nous l'avez présenté tout à l'heure. On imagine qu'il y a plein de bonnes volontés, il y a plein de gens qui ont envie de faire ce 180 degrés, mais alors, vous, qu'est-ce que vous leur conseillez ? Le premier conseil que je donne, c'est d'aller sur le terrain. Vraiment, de tester ce qu'est le métier, de voir différents modèles, de voir différents types de production aussi. On reçoit beaucoup de personnes qui veulent faire du maraîchage, ce qui est super, mais ce qui ne nourrira pas avec une alimentation diversifiée l'Île-de-France, par exemple. Et par exemple, il y avait une personne qui était en salariat agricole en maraîchage, qui a fait une formation qui s'appelle Paysans-Paysannes demain qu'on organisait, qui permet de faire différents stages sur différentes fermes et puis d'échanger autour de son projet. Et donc elle était persuadée de faire du maraîchage, de s'inscrire en BPREA maraîchage. Et puis elle a entendu parler d'une ferme en élevage caprin. Elle s'est dit, bon, ça a l'air quand même sympa, je vais aller voir. Elle y est allée, elle a fait 2 semaines de stage, elle a adoré. Finalement, elle a été salariée chez cette paysanne, chez cette éleveuse. Et puis là, elle veut s'installer en élevage. Donc je pense que c'est aussi confirmer ses envies, confirmer ses idées en allant voir différents types de production et peut-être aussi s'en inspirer pour se diversifier plus tard. Donc il y a ça, et donc vraiment ce que je dirais, c'est s'insérer dans un réseau. On organise des visites de ferme, des apéros installations pour échanger sur différentes thématiques avec des paysans, des paysannes, avec différents intervenants du réseau et vraiment rencontrer le plus de monde possible, ce qui peut aussi ouvrir des opportunités, soit pour avoir un accès au foncier par du bouche à oreille ou pour s'associer, faire d'autres stages, etc. Et puis donc dans les difficultés que j'entendais, il y a cette difficulté financière, mais nous, on la voit aussi
au début de projet. En fait, des personnes qui se disent bon, bah, demain, je vais acheter ma ferme, mais en fait, j'ai pas de capital. Mais en fait, c'est quand même créer son entreprise agricole. Il y a de l'investissement derrière. Et il faut aussi avoir conscience que derrière, il faut avoir les moyens de pouvoir investir. Derrière les emprunts, il faut pouvoir rembourser ses dettes et pouvoir, quand on produit, pouvoir avoir un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir, d'une part, se rémunérer en fonction de ses besoins et pouvoir, du coup, rembourser ses emprunts et payer ses charges. Et en effet, la question du salaire, c'est une grosse question parce qu'il y a des personnes qui pensent pouvoir acheter leur ferme et la payer sans pour autant se former. Mais n'empêche qu'il faut pouvoir produire pour pouvoir se rémunérer. Et si à côté, il n'y a pas de rentrée d'argent du conjoint ou de la conjointe, et si voilà, on a une vie de famille ou pas, voilà, il faut se poser ces questions quand même dès le démarrage, sinon ça peut devenir assez compliqué. Et en termes de financement de formation, donc Stéphanie, vous disiez que vous aviez eu un CIF qui a financé votre formation. Parfois, Pôle emploi n'accepte pas de financer les formations, soit au début de projet, soit les formations diplômantes. Et les entreprises n'acceptent pas toujours un congé de formation. Et ça, c'est un gros frein parce qu'en fait, ça ne leur permet pas de commencer. Donc nous, j'ai une collègue qui a rejoint l'équipe qui est dans la salle, qui travaille à sensibiliser justement les conseillers Pôle emploi pour qu'ils aient connaissance des métiers agricoles, des différents parcours, des formations qui existent, pour que voilà, ça puisse être... pour les sensibiliser sur ces questions-là et que les financements soient plus facilement acceptés également. Merci. Alors, moi, j'ai écrit un bouquin sur justement les néo-paysans avec un autre auteur qui s'appelle Gaspard. Ça a été publié en 2016. Et en fait, Gemma, vous m'avez fait penser à une éleveuse qu'on avait rencontrée. Si vous voulez, elle m'avait dit si on avait eu connaissance de toutes les difficultés, on n'y serait pas allé. Elle s'était installée en Rhône-Alpes avec son conjoint. Ils avaient 2 enfants quand ils se sont lancés dans l'aventure. Et donc, ça me paraît aussi important de dire que cette part de rêve, elle est très importante. Et je rebondis aussi sur ce que vous disiez, Gemma, tout à l'heure, sur le fait que cette cellule d'accompagnement qui est à Biosol, finalement, c'est important aussi de se dire que si ça ne marche pas, je ne sais plus la façon dont vous l'avez formulé, mais que voilà, si finalement, à l'issue du parcours d'accompagnement, la personne décide de ne pas se lancer en agriculture, ce n'est pas un échec. Et ça, c'est quelque chose que j'avais retenu aussi de cette enquête à travers la France chez des néo-paysans, avec des structures d'accompagnement qui aident, mais voilà, je crois qu'il y a un truc très franco-français aussi dans le fait de ne pas accepter, de voir comme un échec, alors que finalement, voilà, c'est des moments de vie. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est très intéressant. En fait, j'irais même jusqu'à dire qu'il n'y a pas 2 résultats possibles. Soit je réussis, soit je ne réussis pas. La plupart du temps, il y a un repositionnement du projet. C'est-à-dire qu'on ne renonce pas à tout et on se re-questionne sur pourquoi j'avais cet objectif-là au début, pourquoi ça a foiré, qu'est-ce que j'avais mal préparé. Et il n'est pas forcément question de tout remettre de renoncer à tout en disant je retourne à ma vie d'avant, mais de réfléchir à mener différemment le projet. Soit, si on était seul, d'essayer de le faire en collectif, comme tu en parlais, soit inversement, quand on a commencé un projet collectif et que ça ne marche pas, parce que ça arrive très souvent, des projets qui démarrent sous forme de ferme collective, et puis le collectif, c'est super dur, et au bout de 2-3 ans, le groupe, il split. Et rien n'empêche au porteur de projet, avec les forces qui lui restent et la détermination qui lui reste, de dire, en fait, moi, j'ai quand même au fond des tripes cette envie-là, j'ai la certitude que c'est ça que je dois faire, donc je vais le faire différemment. L'objectif final, il peut être le même, c'est juste que le cheminement et la trajectoire et la durée du cheminement peuvent différer, peuvent se faire de manière différente sur un autre terroir, avec d'une autre manière. Mais ça peut être une étape de vie et pas forcément un retour en arrière. Ça peut être une marche qui mène à autre chose qu'on n'avait pas imaginé, mais qui reste... qui permet quand même de cocher les cases de l'efficacité que l'on voulait avoir sur le monde quand on a démarré le projet. Est-ce que vous avez des questions ? Ils sont timides, hein ? Très timides. Vous me faites signe. Hein. Oui, une question.
Merci. J'avais une question par rapport au refus de Pôle emploi, où vous disiez dans certaines situations, Pôle emploi refuse la formation. Pourquoi ils refusent en fait ? Oui, parce que la plupart des personnes qui ont un projet de reconversion, c'est des personnes qui sont cadres, Bac+5, qui gagnent un salaire assez confortable et qui ont un niveau de vie confortable. Et pour les conseillers, conseillères Pôle emploi qui refusent les formations et qui ne sont pas forcément au courant des métiers agricoles, d'accompagner et financer des personnes qui vont vers ces métiers agricoles qui auront beaucoup moins de vacances, un rythme de vie, des heures de travail beaucoup plus intenses, moins de vacances et un salaire beaucoup moins rémunérateur, en tout cas les premières années, c'est impensable. Donc il y a déjà cette vision d'un métier où ils ne comprennent pas forcément pourquoi aller vers ce type de métier alors qu'ils ont un mode de vie qui pour eux est confortable, en tout cas avec un salaire derrière qui est assez conséquent, entre guillemets. Et aussi parce qu'ils n'ont pas forcément connaissance du type de métier qui existe, de ce qui se fait et comment arriver à ce type de métier. Donc je pense qu'il y a ces deux aspects-là qui jouent beaucoup dans les refus des financements de formation. Et après, il y a aussi les fonctionnements internes au sein de Pôle emploi où ils ont des enveloppes, etc. Mais du coup, ils privilégient d'autres voies plutôt que celles vers les métiers agricoles. Oui, ce que j'aimerais... Ouais, vas-y. Ouais, juste un petit mot pour dire, effectivement, moi je comprends pas toujours comment ça marche, parce que du coup, avec mon associé François, nous, il y a des formations qu'on a voulu faire tous les deux en étant tous les deux à Pôle emploi. Moi, j'ai souvent été financé par Pôle emploi, et lui, ça a souvent été refusé. Les mêmes choses, tout pareil. Donc je pense que ça dépend aussi beaucoup de son conseiller Pôle emploi, en fait, justement, et de ce qu'il a compris du chemin de la transition qu'on veut faire et de comment lui il juge que c'est en ligne avec un métier futur, quoi. Oui. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que ces projets agricoles par des néo-paysans, souvent, c'est des projets qui sont quand même à rebours de l'agriculture industrielle. Il y a une forme de prise de conscience, on va y venir, peut-être quelque chose de plus large qu'une reconversion professionnelle, quelque chose aussi de politique. Et finalement, c'est aussi ça qui explique en fait la difficulté de concrétiser de tels projets, puisque aujourd'hui, on est dans un pays où l'agriculture industrielle est dominante. Et au contraire, ces néo-paysans, ils ne vont pas vouloir être multidépendants avec de trop gros prêts, trop dépendants de la PAC, trop dépendants de produits phytosanitaires coûteux. Alors, comment est-ce que vous percevez justement cette question de l'implication dans une société qui n'est pas forcément encore prête pour accueillir ce genre de changement ? Alors, je veux bien répondre parce que ça fait partie des questions que je me pose au quotidien sur est-ce qu'on doit jouer les codes du système ou pas ? Et la réponse, elle est 1000 fois oui. Parce que si ce n'est pas nous, néo-paysans, qui nous incrustons dans le système pour siéger dans les chambres d'agriculture, pour siéger dans les syndicats, pour être élus et pour défendre cette vision-là, ce n'est pas les autres agriculteurs installés qui vont le faire. Et très souvent, je déplore qu'il y ait deux mondes parallèles. Il y a ce qu'on est en train de se dire là, tous, on est en phase sur l'agriculture dont on sait qu'elle est essentielle pour l'avenir du pays, de l'humanité en général. Et il y a les décideurs. Et aucun des décideurs dans les chambres d'agriculture ne pense comme nous. Il y a vraiment deux mondes paysans parallèles, c'est deux droites qui ne se rejoignent pas. Et il est crucial que tous les paysans installés, donc je mise sur toi dès que tu seras installé, pour aller siéger dans des syndicats. Pas forcément le syndicat majoritaire, parce qu'effectivement, il est un peu trash, mais à la Confédération paysanne ou ailleurs, pour que tu essayes de t'incruster partout où tu peux, dans les commissions agricoles, dans les chambres d'agriculture, dans les commissions à l'installation, partout où on peut. Il faut infiltrer le système pour défendre notre vision, parce que sinon, personne ne va le faire et on va rester en marge. Et si on reste tous en marge, en fait, ce que l'on défend n'existe pas officiellement. On a beau se raconter des jolies choses comme dans un entre-soi, si ce n'est pas entendu par les décideurs, ça ne représente pas une force pour faire changer les choses de l'intérieur. Oui, et vous avez aussi cette casquette maintenant Alors moi, j'ai rencontré Stéphanie il y a maintenant près de 10 ans. Ça va être 2014 ou 2015, oui. Oui, 8-9 ans. Ouais.
on va dire ça. Et donc, à l'époque, vous vous installiez et maintenant, vous êtes aussi élu. Oui, donc voilà. Vous portez la parole de votre installation aussi dans les institutions. Voilà, au bout d'une dizaine d'années à être éleveuse indépendante, j'ai compris qu'en fait, quand on est tout seul, on ne peut pas changer les choses. Même s'il m'apparaissait clair pourtant que mon meilleur militantisme, c'était de prouver que mon exploitation, ça marche. Que sur une petite surface, avec un petit troupeau, qu'on peut en vivre, qu'on peut produire de la qualité, qu'on peut être en circuit court, etc. Je pensais que le fait de prouver ça, ce serait un militantisme suffisant. Et en fait, non. Au bout de 10 ans, être tout seul, même quand on milite un peu à la conf, la conf, personne ne l'écoute parce que ce n'est pas le syndicat majoritaire. Donc notre message, il n'est pas entendu. Il ne porte pas, il n'imprègne pas les politiques publiques. Donc j'ai compris que si je voulais vraiment influer sur mon territoire, influer sur l'agriculture, il fallait aller donner son avis là où ça se passe, là où les décisions se prennent. Donc je me suis présentée aux élections comme maire de ma commune, et puis ensuite à la communauté de communes, et maintenant la région. Donc j'ai la chance d'être là où ça se passe. Ça ne veut pas dire que j'ai du pouvoir, hein. C'est hyper compliqué. Ça fait pas longtemps, c'est récent, ça fait 1 an et demi, donc j'en suis encore à découvrir les rouages hyper compliqués en me disant oh là là, mais même de l'intérieur, c'est hyper dur de faire changer les choses. Mais n'empêche que je comprends un peu mieux comment ça se passe, quels sont les leviers qui peuvent influer sur les politiques publiques et les politiques agricoles. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment l'ensemble des paysans qui pensent comme nous à peser. Parce qu'il y a une forme de vacances dans les idéologies agricoles, même dans les chambres d'agriculture. Il y a des vacances d'idéologie. Donc si nous, on est là pour défendre, pour dire les choses, pour dire voilà, notre modèle, il marche, on peut produire de manière propre, ça peut être rentable, on peut transmettre des petites fermes à taille humaine. Voilà. Plus on va être nombreux à le dire, à le démontrer, à le prouver, plus notre modèle va être reconnu comme étant un modèle d'avenir et plus ça va faciliter le Pôle emploi qui du coup a des références pour pouvoir contribuer à l'installation de gens, les commissions à l'installation, les communes, les SAFER pour libérer du foncier, etc. Donc il faut vraiment que tous ceux qui ont un système alternatif qui marche, qu'on le dise avec des chiffres, puisque la société actuelle, hélas, n'accepte de juger que les chiffres et que les données quantifiables. Donc il faut absolument qu'on ne soit pas avare des recettes qui marchent et il faut qu'on les fasse connaître pour les officialiser, pour les légaliser, pour les mettre dans le système. Nicolas, sur la part d'engagement aussi en dehors du choix de vie, est-ce que vous avez envie de nous partager quelque chose ? Moi, je repartirais peut-être de ce qui, moi, m'a motivé en fait, pour arriver là. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu à la fois écologique, on va dire. Et moi, c'est le réchauffement climatique qui m'avait pas mal amené à cette agriculture-là. Parce qu'avec des pratiques agroécologiques, on peut stocker du carbone dans le sol, du CO2. Et donc ça, pour moi, ça a été un des moteurs majeurs, en fait. Parce que je me suis dit, comment est-ce que je contribue au climat ? Et puis, j'ai vu que même si je suis ingénieur, j'ai envie de chercher plein de nouvelles solutions. Il y en avait une qui existait déjà, qu'on connaît, qu'on peut déployer à une très large échelle. Et que du coup, autant faire les choses qu'on sait déjà, qui sont pas si compliquées que ça, même s'il y a quand même des savoirs pour y arriver. Donc moi, c'est aussi... Pour moi, il y avait cet enjeu-là. Et puis, le deuxième qui est effectivement se nourrir sainement, qui pour moi est aussi, devrait être un principe de base, duquel on s'est un petit peu écarté. Et du coup, je pense qu'il y a ces deux enjeux-là pour moi qui sont clés aussi dans ce que je veux faire, quoi. Oui, et comment on renverse le modèle pour faire un parallèle avec les années 60 où il y a eu un retour à la terre après 1968 qu'on connaît, qui a été peut-être plus communautaire que le retour à la terre version années 2010, années 2020. Mais ce qui est certain, c'est qu'avant, on pouvait s'installer et retaper un village avec ses potes. Aujourd'hui, le foncier, c'est difficile d'accès. Et aussi, la campagne, c'est devenu la poubelle de la ville, la poubelle nucléaire, les lignes TGV qui divisent certains villages parce qu'il y a des exploitations qui sont recasées ailleurs. On sent que la ville grignote la campagne. Un rapport de Terre de Liens qui a été publié la semaine dernière justement pour alerter sur l'artificialisation des sols. Donc pour moi, ce sens plus large d'engagement
c'est plus que jamais nécessaire pour que d'autres puissent encore s'installer derrière. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On a encore une petite dizaine de minutes. Oui. Est-ce que vous pouvez venir au pupitre? Merci. Bonjour, merci. Moi, ma question, elle porte sur justement faire se rencontrer les deux droits du monde agricole que vous évoquiez. Quand on s'installe avec un projet qui est à rebours, certes de ce que pensent les institutions, mais de ce qui se fait sur le territoire. Voilà, on est en bio, on parle d'agroécologie, de micro-fermes, etc. Comment on fait vis-à-vis des voisins, des autres agriculteurs? Est-ce que là aussi il faut jouer le jeu finalement, et puis taire un peu ses idées, mettre un peu dans son vin, parce qu'on a quand même envie de faire des trucs ensemble et de mutualiser de la production, de la commercialisation, etc. Ou est-ce qu'il faut chercher à montrer un réseau des gens qui pensent comme nous? Enfin voilà, comment vous avez fait ça? Parce que être tout seul, c'est aussi, c'est aussi vis-à-vis des voisins, quoi. Donc, les deux. C'est-à-dire que il y a 10 ans, quand je me suis installée, il n'y avait pas encore cette vague de néo-ruraux et il n'y avait pas beaucoup de bio et c'était pas très bien perçu. Mais les temps ont vraiment beaucoup changé depuis 13 ans et maintenant tous les producteurs, tous les éleveurs installés ont entendu parler du bio, ont entendu parler des bienfaits du circuit court. Du travail du sol beaucoup plus léger, etc., du zéro phyto. Donc quand même, les mentalités ont beaucoup avancé. Et même si, de premier abord, ils ne sont pas conquis et qui prétendent défendre autre chose, au fond d'eux, évidemment, qui se posent plein de questions et qui sont beaucoup plus ouverts qu'ils n'y paraissent. D'abord parce que les lycées agricoles, même dits conventionnels, ont beaucoup fait évoluer leurs pratiques. Et les chambres d'agriculture aussi. Et les chiffres circulent déjà sur le fait que mettre moins d'intrants, moins nourrir ses vaches à telle saison, ou faire de la traite que pendant 9 mois de l'année, etc., ou que c'est bien plus rentable. Donc quand même, il y a une petite graine au fond d'eux qui a été plantée. Donc même les plus conventionnels des conventionnels savent que c'est pas si fantaisiste et que c'est pas si à côté de la plaque et que c'est pas si marginal. Donc une part d'eux est réceptive à ça. Mais ça nécessite de notre part quand même beaucoup d'humilité et de ne surtout pas aller les voir en disant « Non mais moi je suis là pour sauver la planète ». Parce que c'est insultant pour eux, c'est méprisant et on a toutes les chances, nous, d'aller dans le mur parce que dans 2 ou 3 ans, on sera peut-être plus là alors qu'eux, ça fait 10 générations qui trient mais ils sont toujours là. Donc on peut dire les choses, mais dans la manière de les dire, il faut vraiment avancer avec beaucoup de modestie et d'humilité et plutôt leur demander des conseils ou leur demander de nous éclairer sur... cette parcelle au fond du vallon, comment tu la gères l'hiver, elle n'a pas l'air de ressuyer facilement, etc. La notion de conseil et d'échange technique, elle permet vraiment une approche plus douce, plus ronde qu'une confrontation entre 2 systèmes antagonistes. Mais les passerelles, elles sont là. Il faut juste y aller progressivement, mais elles sont là. Et proposer de travailler en entraide, c'est évidemment la bonne solution, mais sans commencer par être le premier à demander de l'aide. Vaut mieux commencer à proposer son aide. Et puis, au bout de quelques mois, quelques années, il proposera en retour son aide. Et là, ce sera de la vraie entraide. Mais il faut y aller vraiment mollo, avec beaucoup d'humilité. Et ça passe parce que les paysans eux-mêmes savent que leur monde est en mutation. Leur monde change. Et évidemment que non plus, ils n'ont pas envie d'un avenir fait d'énormes fermes hors sol. Ils n'ont pas envie de ça non plus. Donc, l'espace de dialogue est là. Nicolas, vos nouveaux voisins? Oui, tout à fait. Non, mais moi, j'aurais un peu la même réponse. Moi, du coup, à Bièvre, on est sur le plateau de Saclay, où du coup, il y a beaucoup d'autres paysans. Et je pense qu'effectivement, c'est important de défendre ses convictions en disant ce que nous, on a l'intention de faire. Par contre, nous, moi, j'ai pas encore fait pousser une salade, que, comme tu dis, eux, ça fait 10 ans qu'ils font ça tous les ans. Et donc, ou 10 générations. Ou 10 générations. Et donc, on a beaucoup de choses à apprendre d'eux, en fait. Et donc, moi, je dirais que justement, et sur le plateau de Saclay, on a la chance d'avoir une association aussi qui s'appelle Terre et Cité, qui est vraiment chouette, qui met tout le monde en lien, à la fois les agriculteurs, les communes et puis les citoyens, et qui permet justement ce dialogue-là. Et du coup, nous, aujourd'hui, les agriculteurs conventionnels, entre guillemets, ils nous donnent des gros coups de main, justement, parce que nous, on démarre, on n'a pas de matériel... on a 5 hectares, c'est grand quand on n'a rien. Et donc, des fois, mettre un petit coup de tracteur du paysan de l'à côté, ça change tout. Lui, ça lui a pris une demi-journée. Nous, ça nous aurait pris une année.
Donc voilà, donc je pense qu'il y a vraiment des ponts et justement il y a des bons conseils aussi à retenir d'eux. Et je pense qu'il y a 10 ans en arrière, les gens comme nous étaient vraiment des pionniers et il y avait vraiment des choses peut-être plus compliquées à se frayer un chemin. Aujourd'hui, on a quand même passé une marche, je pense, et donc même si on n'est pas encore le mainstream, au moins les gens savent un petit peu et donc c'est plus facile aussi. Merci beaucoup pour vos témoignages, pour nous avoir écoutés, pour vos questions. Voilà, pour ajouter un point d'actu, là on est sur l'ouverture du salon de l'agriculture aujourd'hui. Donc on pourra dire qu'on a fait un contre-salon. Je vous propose qu'on fasse ça. Et pour terminer sur l'installation agricole, je pense que le mot est pas forcément adéquat. En fait, c'est un agriculteur qu'on avait rencontré pendant notre tour pour faire le livre des néo-paysans qui nous avait dit ça. En fait, pour lui, le mot installation, c'est un vieux mot qui finalement reflète un peu ce qu'est l'installation de manière durable pour toute une vie. On s'installe et puis après, comme si on ne rebougerait pas. En fait, on se rend compte qu'on peut s'installer aujourd'hui paysan, devenir paysan pour 15, 20 ans sur des temps générationnels plus courts, avec des taux d'endettement plus faibles. Voilà, même si on ne va pas tous devenir paysans, on a tous un rôle à jouer avec notre fourchette. Bonne fin d'après-midi à tous, et puis on peut se retrouver pour boire un coup, continuer la discussion. Merci. Merci. Merci.